Bonsoir tout le monde. Bienvenue au webinaire Sony Alpha Universe. Et ce soir, on va vous présenter un voyage. Bonsoir Baptiste, bienvenue. Mais salut, bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, voilà, comme Simon l'a dit, on va parler de la Finlande. Alors, euh, j'y suis pas allé je ne suis pas allé que en voyage. J'expliquerai plus tard un peu dans le séminaire, mais voilà, quand on est en petit comité, je pourrais le dire. Et en fait, voilà, donc j'avais eu d'abord un Alpha 1 à prêter. J'y suis allé en mai, fin mai, début juin, pour le printemps. Et puis, je suis retourné quasiment tout l'été, à peu de choses près. Et je suis revenu il y a 2 semaines. Mais donc ici, voilà, j'avais eu la chance d'avoir eu l'Alpha 1 en main et, cet été. Et donc, je me suis un peu amusé. Alors ça, c'est un leitmotiv que je place à chaque fois, parce qu'il y a toujours un peu une différence, même si ici, j'étais plutôt moi en vacances. Mais voilà. Donc, le menu ce soir, ben, c'est simple, hein, je fais toujours à peu près de la même manière. Donc, je me présente rapidement et puis je dis avec quoi je suis parti et où, et alors pourquoi j'ai choisi ce pays, et puis les animaux qu'on y trouve, ou en tout cas ceux que j'ai cherché à photographier. Et après, si vous avez des questions, mais en fait, il n'y a pas d'ordre, les questions, vous pouvez les donner absolument quand vous voulez. Donc, je suis Baptiste Bataille, je suis biologiste belge, je suis guide animalier et photographe. Cette photo-là, c'est une photo de Slovénie. Et donc, j'ai commencé ce boulot eh bien, il y a maintenant 6 ans, et si on fait abstraction de la période Covid. Alors, je suis ambassadeur Sony Benelux, je suis de différentes marques, et vous pouvez retrouver les voyages que je lance sous mon petit site internet qui porte simplement mon nom avec un trait d'union. C'est facile. Alors, il faut savoir que le voyage par excellence que je gère le plus, c'est la Panthère des Neiges, et ça se tient de mi-janvier à mi-mars. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du matériel Sony. Alors moi, j'ai la chance, ouais, en fait, j'ai la chance de pouvoir essayer tout ce que je veux, on peut dire comme ça. Mais bon, j'en ai acheté beaucoup, hein. Donc j'avoue, j'en ai acheté beaucoup. Et il y a un petit temps, et donc je suis le repossesseur du 402.8, qui est pour moi un des objectifs, en tout cas en animalier, qui est extraordinaire, et de l'Alpha 9, etc. Mais ici, et de l'Alpha 1 maintenant, en fait, que j'ai aussi acheté. Mais alors, du coup, c'est plutôt, là, j'en avais eu un prêté, et puis j'en ai eu un autre après, le mien plus tard. Et donc, c'est celui-là qu'on va essayer maintenant. Donc, c'est bien l'Alpha 1, avec diverses optiques, mais on est toujours quasiment au 402.8 avec les extendeurs dessus, pour l'animalier. Alors donc la fin, bah, vous le savez sans doute mieux que moi, mais voilà, je fais toujours un petit rappel. C'est quand même le bateau amiral maintenant de Sony, avec un capteur qui fait peur, hein, 50 mégapixels, pas de rolling shutter, malgré les 30 images secondes qu'on peut arriver à faire. Alors ça, je me permets quand même un petit aparté. 30, ça va vite. Donc ça va très très vite, et fois 50 mégapixels, et encore, c'est pas du RAW, avec on explose sa carte. Donc c'est une habitude à prendre, de ne mettre que le H+, que quand c'est vraiment nécessaire, parce qu'on est vite surpris de la vitesse à laquelle on remplit ses disques durs ou ses cartes, et les cartes mémoire, j'y viens plus tard, ne sont pas spécialement données, même si c'est des machines de guerre, hein. Je suis d'accord qu'à du 800 mégas par seconde, c'est monstrueux, mais c'est clair que c'est un réflexe à avoir, et ça, c'est le terrain qui me l'a dit. Parce que j'étais dans un affût et je m'amusais à faire des photos d'oiseaux en vol, donc du coup, j'avais mis le H+. Et au moment où tu arrives à devoir faire des photos d'ours, tu dis merde, j'ai quand même déjà bien bien rempli la carte. Donc c'est super top, mais ça vaut la peine avec modération. C'est comme le bon vin. Donc le suivi des yeux, là c'est juste bluffant, hein. Donc pareil, hein, oiseaux, animaux. Le viseur qui est une tuerie. Donc, je dois avouer que parfois, quand j'ai des doutes sur la netteté d'une photo, je regarde dans le viseur plutôt que sur l'écran arrière, parce que ça a une qualité monstrueuse. La stabilisation d'image, ça, c'est pas une nouveauté. Après, la sensibilité ISO, ça, j'y viendrai aussi. Et la vidéo, ça, je suis pas vidéaste, donc j'en fais pas, mais je sais que c'est un poids lourd. Et puis, donc, voilà, les deux cartes, avec quand même la possibilité de faire les SD, donc ça, c'est pas mal.
Parce que quand on a explosé comme moi les types A, ben après on se rabat sous les SD normales de G Masters, qui sont pas mal non plus, mais qui, voilà, qui font qu'on réduit la cadence, quoi. Et on a toujours quand même moyen de s'en sortir. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits mots sur le boîtier. Après, au niveau ergonomique, ben, si vous ne l'avez pas couru en main, etc., c'est un Alpha 9, quasiment, Alpha 9.2, à peu de choses près. Donc voilà, vous n'avez pas à vous y perdre. Les boutons sont à un endroit, etc. Donc ça, il n'y a pas de stress là-dessus. La Finlande. Pourquoi la Finlande? Alors la Finlande, c'est un peu le Grand Nord canadien en fait, au niveau de l'Europe. Ce sont des longues lignes droites avec un pays plat, avec des bois et des bois et des bois à perte de vue. Et alors, bah, c'est une république. Alors, vous lisez comme moi, il y a 5 millions d'habitants pour la moitié de la Belgique, en fait, en habitants, pour 10 fois la superficie de la Belgique. Donc, en fait, on ne croise personne quand on veut croiser personne. Et c'est plutôt ça qui me plaît dans ce pays. En plus du fait qu'il y ait 3000 lacs, 3000 îles et que 12% de sa surface soit en réserve naturelle. Alors, les animaux symboliques de la Finlande, c'est même pas moi qui les dis, c'est eux. L'animal national, c'est l'ours brun. Il faut savoir qu'il y a 80 espèces de mammifères en Finlande. C'est juste surréaliste, en fait, au niveau européen, avoir 80 espèces de mammifères. Donc, tous les grands mammifères prédateurs, tous les grands herbivores sont là. Depuis les lans jusqu'aux rennes, enfin, moi, il y a absolument tout. Au niveau des oiseaux, le cygne chanteur, donc c'est un cygne avec un bec jaune, c'est l'emblème national et on a quand même 468 espèces d'oiseaux. Alors ça paraît ridicule par rapport au voyage que j'ai fait avant où on est à 1000 à 1500 espèces d'oiseaux par pays, Madagascar, l'Éthiopie, etc. Mais au niveau européen, on est à peu près à 500 espèces quand on prend toute l'Europe. Et là, on en a 468 qui sont présentes sur le territoire, dont la moitié qui est nicheuse. Donc c'est vraiment topissime. Maintenant, il ne faut pas oublier la surface du pays, j'y reviendrai après, parce que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'espèces, mais sur un pays énorme, avec très peu de gens, c'est très dur de trouver les oiseaux, enfin les animaux en général. Et alors, s'il y a bien une chose qui définit la Finlande pour moi, c'est le mot respect. En fait, c'est surprenant comme pays, il y a un civisme énorme, donc il y a un respect mutuel entre personnes, des genres, des sexualités diverses et variées, mais aussi des passions, chasseurs, photographes, ils ne se tapent pas dessus. Donc, il y a un respect de la nature, il n'y a pas de canettes, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de déchets. C'est vraiment un pays qui vaut la peine. J'ai un ami qui a perdu son ticket de bus rempli, non nominatif. Il était persuadé de le perdre. C'est un Français. Et sa femme, qui est finlandaise, lui a dit non, non, on va à l'arrêt de bus. À mon avis, ils l'ont mis de côté. Et de fait, donc, bref, on peut laisser tomber son billet. Je n'ai jamais fermé ma voiture alors que j'ai du matériel Sony. C'était une bêtise, hein, mais voilà. Et l'autre raison pour laquelle je parle avec autant d'engouement de ce pays, c'est qu'en fait, j'ai acheté une cabane là-bas. Voilà, avec ma compagne, on a acheté une cabane sur une île paumée en Laponie, sur un lac. Donc, en gros, il faut un bateau pour y arriver. C'est une île d'1 km². On est 2 habitants sur l'île. Donc, voilà, c'est juste le pied. Vous avez les photos de l'intérieur. Et donc, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. C'est pour ça que je suis monté cet été pour mettre des panneaux solaires. Bref, c'est à l'ancienne, feu au bois. Enfin, bref, c'est tout ce que je cherchais. C'est du Jack London. Quand je dis que c'est le Grand Nord canadien, c'est à peu près ça. Ça s'appelle un moki. Et un moki, c'est ça. C'est une cabane de à peu près 6 mètres sur 4. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle avec autant d'engouement. C'est que j'y ai trouvé un certain bonheur de vivre et je ne suis pas le seul. Donc, voilà. Donc, je parlerai après des animaux. Ben, ça, c'est l'emblème, l'oiseau, l'emblème national. C'est le cygne chanteur. Donc, je vais parler des oiseaux, quelques oiseaux que j'ai pris comme ça, sans chercher comme un fou, avec après les carnivores, les 3 ou 4 grands carnivores qu'on trouve là-bas, et puis des paysages. Et puis, c'était mi-septembre quand je suis rentré, donc il y a vraiment 15 jours, et c'était le début des aurores boréales. Donc déjà, c'était le début des nuits, et donc c'était le début des aurores boréales. Donc on va parler de quelques espèces d'oiseaux. Voilà, j'ai pris un peu comme ça celles qui sont passées devant moi. Alors,
Vous apprécierez la netteté sur l'œil faite par l'autofocus. C'est un Bourreux pivoine, c'est gros comme un moineau, donc c'est pas non plus énorme. Ben voilà. Donc là, ce qui est génial, c'est que selon le mode d'autofocus qu'on choisit, on se concentre plutôt sur le cadrage ou l'exposition et plus tellement sur la mise au point sur l'œil. Et là, c'est vrai que ça marche plutôt très fort chez Sony, que ce soit l'Alpha 9, mais bon, l'Alpha 1, là, c'est vrai qu'on a mis une petite barre plus haute au niveau de la vitesse. Alors ça, c'est un Bourreux pivoine. On trouve chez nous, mais ceux qui sont là en haut sont un petit peu plus gros et ont un champ différent. S'il y a des ornithologues parmi vous, voilà. Mais je l'ai pris en photo parce il est joli, coloré. Voilà, ça fait du bien des petits oiseaux comme ça. Ça, c'est un autre oiseau un peu atypique, mais typique de là-bas, donc le jaseur boréal. Donc c'est l'équivalent des tourneaux. Il y a aussi des tourneaux, mais bon, ça, c'est les tourneaux. Et je le trouve quand même un peu plus mignon que celui de chez nous, même si les tourneaux sont magnifiques. Et j'ai mis son nom en irlandais. Une jolie coupe de cheveux. Ouais, voilà, il est pas mal. Et alors, surtout ces petites touches de jaune et de rouge un peu, là, c'est juste un oiseau magnifique. Et il porte le nom de Pestvogel en flamand, parce qu'en fait, il était présent chez nous les grands hivers. Et les hivers vraiment très, très rudes, il descend jusqu'en Europe centrale. Donc, nous, on peut le voir certains hivers. Donc, c'est l'absolu coche pour tous les ornithologues. Ils vont le chercher partout. Et en fait, il annonçait, c'est pour ça son nom, il annonçait potentiellement plus de maladies. Donc, eux, ils avaient mis la peste. Mais voilà, donc c'était un peu l'annonciateur de mauvaises choses, alors qu'en fait, quand on voit, il est quand même tout sauf moche. Voilà. Donc, quand on va en Finlande, surtout dans le nord, on cherche les étourneaux et on ouvre bien ses yeux parce que ce ne sont pas des étourneaux comme chez nous. Ce sont ces espèces-là. Le mâle et la femelle sont identiques. Donc, bref, animaux, des oiseaux superbes. Ça, c'est pris au 400 mm. Donc, tout est au 400 mm. Il n'y a pas de doubleur ni d'extendeur là pour le moment. Donc, voilà. Alors, autre chose aussi, en Finlande, à partir du mois de mai, il n'y a pas de nuit. Donc ça, c'est absolument génial pour les photographes, parce qu'on peut ne jamais s'arrêter de photographier. Bon, il faut dormir, mais après, on joue un peu sous les ISO, parce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué. Vous verrez, il y a une photo que j'ai faite, mais j'ai faite à 3 heures du matin, donc ça explique que c'était un peu poussif. Mais ce qui est perturbant, par contre, c'est que les oiseaux chantent toute la journée. Et donc ça, il peut être 1 heure du matin, ou il y a pas donc c'est très particulier. Alors, dans les groupes d'oiseaux, j'ai fait 2, 3 petits groupements comme ça, mais on a les limicoles qui sont très présents. Donc là, c'est le colicorieux qui niche pareil un peu partout. On a cet oiseau-là qui est assez emblématique aussi de la région, que sont les plongeons. Alors, les plongeons, ce sont les oiseaux dont on entend le chant dans tous les films d'horreur américains, une espèce de hurlement lugubre qui en fait n'est pas du tout en forêt, mais bon, comme le chant est assez sympathique, on le met dans tous les films d'horreur, donc vous ferez attention à ça, mais c'est pas du tout une horreur, cet oiseau-là. Et donc, il fait ses cris comme ça donc le soir, bon, on va dire entre minuit et 3 heures du matin. Et donc, tout est calme. Et quand je suis sur l'île, chez moi, et on entend qu'il se répond de loin avec les échos, c'est juste extraordinaire comme ambiance. Alors, ça, c'est un pouillot fitis. Bon, on a le pouillot chez nous, hein, on a la même espèce, mais là, je trouvais que c'était pas mal parce que c'est un animal un peu nerveux qui bouge dans tous les sens, etc. Et donc, c'était pour de nouveau mettre un peu en avant l'autofocus et le suivi des yeux, parce que, bon, on voit cette photo-là, mais je me suis permis de faire un crop, et on voit la puissance des 50 mégapixels qui s'exprime ici, avec, au-dessus des yeux, on voit tous les détails, des petites plumules, etc. Donc, je reviens quand même sur la photo de base, c'est celle-là. C'est appréciable quand on fait de l'ornitho et de la photo animalière parce qu'on peut recroper sur l'image. Donc, ça a des inconvénients, les flous de bouger, etc. Il faut travailler un peu plus rapidement. Mais quand on a chopé bien l'oiseau, ça donne des images plutôt sympas. Pareil, hein, la bergeronnette, elle n'est pas magnifique, cette photo, c'est vert caché un peu comme ça dans les arbres, mais c'était pour montrer que même dissimulé, l'autofocus sur l'œil, il marche méchamment bien, quoi. Donc, voilà, ça c'était des exemples un peu plutôt C'est un aussi. bel exemple, hein. Hmm. Un très bel exemple parce qu'on voit le flou des feuilles devant et Oui, derrière l'oiseau, ouais. mais l'oiseau même, il Il est est. net. En fait, tu vois, je ne peux pas montrer avec mes doigts, mais tu vois bien que sur son aile, il y a une feuille verte qui est floue. Ouais.
Donc, il était vraiment dissimulé et c'était ça que je voulais mettre en avant, c'est que l'autofocus va bien le chercher en fait. Et donc ça, c'est quand même, pour les photographes animaliers, c'est extrêmement appréciable. Donc voilà, donc ça c'est Bergernette printanière, c'est une sous-espèce, mais ça c'est un rentrer en détail. Mais voilà, donc c'était juste pour illustrer ça. Après, dans les oiseaux nordiques, on a aussi les tétras, donc les grands tétras, les coqs de bruyère en fait. Et donc ça c'est voilà, donc typiquement, alors c'est assez gros, hein, ça arrive à la mi-cuisse quasiment, donc c'est très gros. Ça, c'est le mâle. La femelle, elle était beaucoup plus cachée, donc j'ai pas une photo extraordinaire, mais voilà, en plus, c'était la période de reproduction, donc elle était sur le nid, donc voilà. Mais ce mâle-là, j'ai une petite anecdote à son sujet, parce qu'en fait, il y a toujours, euh, parmi les populations de grands tétras, donc quand il crie, comme ça, il monte sa tête, il fait un espèce de bruit particulier, comme ça. Et il y a toujours dans les populations de grands tétras des mâles appelés fous. Donc en fait, ils sont toujours en rut. Donc contre tout le monde et tout. Donc en fait, ils considèrent tout comme un adversaire. Et donc on est allé voir, mais on ne savait pas qu'il était comme ça. On était deux, trois amis. Et donc on le voit, on s'approche, puis lui il s'approche, et puis il s'approche, il s'approche, puis il s'approche, il s'approche, il s'approche, puis il continue à faire ça. Donc nous on fait des photos. Et puis à un moment, donc j'étais au 400 mm, ça a donné ça en fait. Donc il m'a chargé. Saccadé l'autofocus, hein, je précise, mais il m'a chargé et bon, il faut faire attention parce que c'est quand même gros et ça a des ergots en fait, pattes qui font mal. Et moi, il s'est arrêté devant, donc j'ai fait une petite vidéo, mais je n'ai pas réussi avec, je l'ai fait avec mon téléphone parce que j'étais mort de rire, parce que c'était amusant, parce que les deux copains, eux, se sont encourus, il y en a un qui est tombé et le coq a foncé dessus, donc c'était assez marrant, quoi. Mais donc voilà, donc c'est une espèce euh, qu'on peut voir. La meilleure période, c'est fin avril. Moi, je suis arrivé juste en fin, et c'est pour ça qu'il y avait ce mâle qui continuait. Je pense qu'il n'a pas dû trouver beaucoup de copines, mais il a passé son temps à se battre avec tout le monde, et donc du coup, il a un peu raté la saison de reproduction. Mais normalement, il y a le petit coq de bruyère et le grand coq de bruyère, et ça, c'est fin avril, et c'est juste extraordinaire, parce qu'il y a ces parades en cercle avec ces combats de chant et parfois des vrais combats. Donc, c'est intéressant à aller voir. Alors, une espèce typique de là-bas, c'est le mésanger imitateur. Donc, on ne trouve que, c'est le G sibérien en anglais. On ne trouve que dans le nord. Alors, son nom en français, pour une fois, est pas mal trouvé, hormis ses talents d'imitateur. Et c'est vraiment un G, comme le G des chênes chez nous, comme un corvidé, quoi. Donc, c'est la famille des pies, mais qui se comporte comme une mésange. Donc, c'est-à-dire qu'il fait des acrobaties dans tous les sens, il descend la tête en bas, et il est très, très peu farouche. Donc, j'ai pas réussi, j'ai réussi une fois, mais j'ai pas pu faire une bonne photo, à le nourrir à la main directement, en fait. Donc, on peut l'habituer, mais comme moi, je suis tout seul sur l'île, il n'y a personne qui l'habitue, sauf moi. Donc, et donc, tous les jours, je mettais à manger, je me rapprochais, je me rapprochais. Et donc là, c'est une photo où j'ai mis un déclencheur à distance, où je suis à 2 mètres de l'appareil, et j'attendais parce que je voulais avoir cette lumière en arrière pour qu'on voit la couleur et les rémiges avec le soleil. Et donc, j'ai mitraillé comme ça depuis à distance. Et puis, il m'a fait des espèces de pauses. Bon, ben voilà, on voit un peu les couleurs, etc. Mais là, c'était juste pour le show qu'il me faisait, quoi. Alors, autre chose, donc là, c'est là où je trouve que parfois l'alpha 1, il peine, c'est dans les hauts ISO. Là, j'étais dans un sous-bois à 4 heures du matin avec une espèce qui se comporte comme un rouge-queue. Donc, en fait, c'est le bleu-queue, si on voudrait dire comme ça. C'est le blue-tail, donc en anglais. Donc, en français, c'est le robin à flanc roux. Alors, c'est vrai que robin en anglais, c'est un rouge-gorge. Ça ressemble à un rouge-gorge à flanc roux, mais en fait, il a une queue toute bleue. Et je l'ai quand même mis cette photo parce que je voulais illustrer la montée en ISO parfois un peu poussive, et je ne suis pas toujours là pour dire que c'est absolument tout est parfait dans la fin. Le fait d'avoir un capteur à 50 mégas, oui, il y a un moment où il doit quand même se rattraper quelque part. Et donc, du coup, la montée en ISO là était un peu plus délicate. Par contre, j'ai mis, parce que c'est un oiseau qui est emblématique de la région, dans le sens où c'est un des seuls migrateurs qui va en Asie, en Chine, et qui va nicher chez nous en Europe. D'habitude, tous les oiseaux européens descendent en Afrique. Et lui, c'est une exception, ce qui fait que des ornithologues du monde entier vont, en tout cas de toute l'Europe,
vont chercher cet oiseau-là, qui n'est là qu'un mois, parce que le trajet qu'il a à faire est énorme. Donc, il ne faut pas le rater. Voilà. Donc, après, il est très localisé. Hein, donc, il faut Baptiste, il fait ça pour des raisons de nourriture ou juste pour... Donc, ça doit être évolutif. Ça doit être évolutif. Il y a dû y avoir quelque chose qui a fait que il a trouvé son compte à continuer à faire ça quand d'autres ont arrêté. Donc voilà, j'ai malheureusement pas d'explication, mais c'est un des seuls vraiment à faire ce mouvement vers l'Asie du Sud-Est. Il y a quelques pouillots qui le font aussi, hein. Mais c'est assez rare, quoi. Et puis surtout, la photo ne le montre pas, mais il a une queue qui est bleu flash, quoi. Voilà. Et là, c'est un jeune mâle. Le vrai mâle, un vrai mâle nuptial, ça c'est un mâle d'année 1. Un vrai mâle nuptial, il est quasiment tout bleu. C'est superbe, c'est un très bel oiseau. Alors, la Finlande est connue pour ces quelques espèces, hein, le cygne, le plongeon, le robin flanc roux, le mésanger, mais elle est connue aussi pour les pics. C'est un endroit, étant donné que ce ne sont que des forêts, elle est connue pour les pics. Et ici, c'est pas compliqué, c'est de pic et pêche. En fait, le pic du bas à gauche, c'est un jeune parce qu'on voit qu'il a le dessus de la tête rouge. Et celui en haut à droite, c'est un adulte, donc le dessus de la tête est noir. Et après, pour les initiés, c'est l'arrière du crâne qui commence à changer si c'est un mâle ou une femelle. Donc ici, c'est une femelle avec son jeune. Voilà, comme ça vous savez. Et il y a une grosse rareté qui ne s'est pas laissé photographier, ou presque pas, c'est le pic tridactyle. Il a juste sorti la tête du trou. Mais bon, il est typique de ces forêts avec des lichens pendus aux arbres, etc. Donc, il est très, très localisé. Et alors, il y a une autre chose qui fait que certains oiseaux se raréfient là-bas, c'est que la gestion forestière mise en place par la Finlande est assez particulière dans le sens où elle est assez radicale. Donc, il coupe beaucoup de bois. Et il ne laisse pas le temps aux arbres de vieillir. Donc, ça va trop vite. Et donc, en fait, les pics n'ont pas le temps de trouver des arbres assez gros pour faire des trous. Donc, non seulement la population de pics ont tendance à vraiment à chuter, mais en plus de ça, tous les autres oiseaux derrière qui nichent dans les trous de pics. Parce que les pics, ils refont des trous chaque année. Et donc, du coup, tu as tous les oiseaux cavernicoles qui ne trouvent plus. Et parmi les pics, il y a le pic noir qui est un des plus gros, qui fait des trous énormes, et il y a des chouettes qui nichent là-dedans, et même les populations de chouettes sont en train de tomber, donc à cause de la gestion forestière qui est un peu violente. Donc je me permets de le dire, parce que même sur l'île où je suis, entre l'automne passé et mon retour au printemps, il y avait une coupe à blanc. Donc c'est surréaliste, on est au fin fond de la Laponie, sur une île d'1 km², mais ils ont quand même réussi à venir à refaire une coupe sur l'île pendant l'hiver, parce que la glace était épaisse d'1 mètre. Alors, haute famille bien représentée là en haut, même si cette année, c'était une très mauvaise année pour les chouettes parce qu'il y avait eu un hiver très, très rude et donc très peu de micro-mammifères pour manger. Ça, c'est le coup de bol absolu. C'est le jour 1 où je suis arrivé en voiture. Il était 11h30 du soir et on allait rejoindre un ami et j'étais avec un autre ami en voiture avec une remorque chargée à bloc de matériel pour chez moi. Et pouf, on tombe là-dessus et c'est la seule qu'on a vue sur les 2 mois qu'on a passé là en haut. C'est la seule chouette, toute espèce confondue, qu'on a vue, mais c'est la plus grande, c'est la chouette lapone. Et elle est magistrale. Enfin, c'est on appelle ça le fantôme gris de la forêt. Alors, c'est placide, c'est très calme, c'est plus grand qu'un grand-duc, hein. C'est le plus grand hibou d'Europe. Et ça se déplace sans bruit, quoi. Donc c'est assez surréaliste de voir cette espèce de fantôme gris qui passe d'arbre en arbre sans faire de bruit et qui est extrêmement compliqué à voir. Voilà. Donc là, j'étais assez, en tout cas en été. En hiver, il y a d'autres stratégies que des gens mettent en place, mais en été, c'est très compliqué. Alors, j'ai fait une transition facile, c'est que je mets le corbeau, en fait, parce que le grand corbeau, autant chez nous, on a une vingtaine de couples pour toute la Belgique. Là-bas, il est partout, en fait. Il est bien représenté. Et autant le mésanger porte bonheur que le corbeau, comme chez nous, porte un peu malheur. Et ici, c'était un peu le suivi en vol, mais que je voulais juste mettre comme ça. Mais c'est surtout pour faire la transition après, parce que le corbeau, quand on cherche les carnivores, les grands mammifères carnivores, il faut toujours attendre que le corbeau vienne d'abord. Donc, en fait, quand on fait des affûts pour le loup, pour l'ours, pour autre chose, il faut toujours laisser descendre les corbeaux avant de commencer à faire des photos. Pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir des boîtiers qui ne font pas de bruit,
des vieux réflexes, et bien là, ça tue les affûts à partir du moment où on commence à mitrailler. Il faut laisser le corbeau arriver et puis après commencer à faire des photos. Parce que les grands carnivores, on y arrive. Donc, il y en a 3, donc, ou 4, on va voir, qui sont présents en Finlande, dont le plus commun, c'est bien sûr l'ours brun. Donc, l'ours brun, on le voit sur toutes les coutures quand on regarde un petit peu sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, l'ours brun, bon, je précise quand même que ça pique assez bien parce qu'on voit les mouches sur le son d'eau et on verra plus tard qu'il y a des moustiques aussi. Mais... Donc voilà, donc ça c'était un jeune ourson de l'année, un peu effrayé. En fait, c'est lui qui illustre la photo de départ du séminaire, qui est descendu d'un arbre en fait, et je l'ai fait en contre-jour. Donc voilà. Et donc voilà, l'ours brun, on a tendance à le voir un peu comme ça dans des paysages plutôt de tourbière, parce qu'en fait, il y a des affûts plus ou moins bien gérés en Finlande. C'est historique, hein, ça fait depuis très longtemps que les gens font ça là-bas, et en bonne entente avec les chasseurs et les éleveurs de rennes d'ailleurs. Donc ça vaut la peine d'être signalé. Mais bon, après, voilà, ça reste quand même des animaux qui sont extrêmement imposants. Donc là, tu vois les griffes, les gouttes d'eau, etc. Donc voilà, donc là, il était pas très loin, c'était au 400 mm, hein, donc il était à une dizaine de mètres. Donc c'est ce genre de photos-là qu'on voit. C'est toujours compliqué, hein, parce que quand on essaie de faire des photos d'ours, on essaie un peu de faire des trucs différents, mais même si les oursons sont marrants parce qu'ils ont des postures humaines, hein, et à gauche, ils s'appuient sur l'autre, à droite, ils sont debout à deux en train de regarder. C'est assez marrant parce que ils ont enfin, surtout à cette période-là de l'année, ils sont encore assez petits, donc il y a moyen de faire des photos sympathiques, mais voilà, ça donne toujours un peu la même chose. Pour être honnête, c'est compliqué d'arriver à sortir des images, même si, comme je dis, ils ont des petites attitudes sympas, ils sont mignons et tout, mais c'est compliqué. Et donc après, il faut chercher. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un énorme mâle qui a fait une sieste. Donc, ça s'est pris. Là, j'avais quand même pris 200-600 d'un cas qui était avec moi. Et donc, il était reparti un peu au fond du bois, se poser. Donc, c'est un gros mâle qui traçait une femelle et il était épuisé parce qu'en fait, la femelle, je crois qu'elle a 2 ans et lui, il doit avoir 15 ans. Et donc, il ne voulait pas la lâcher, donc il la suivait partout. Mais je pense que je ne sais pas combien de kilomètres il a fait sur le temps où nous, on était dans la fume et il revenait toujours donc épuisé. Et donc, dès qu'il pouvait piquer un petit somme, il le faisait. Et je trouvais l'ambiance était pas mal parce que voir un ours qui dort, c'est plutôt rare. Et en plus, dans le sous-bois un peu sombre, avec le verre qui claque bien, un petit halo de lumière juste sur sa figure. Donc voilà, je trouvais que ça valait la peine. Et de nouveau, si on regarde bien la photo, on verra les moustiques qui lui titillent le nez. Voilà. Alors là, j'étais parti sur autre chose, un peu sous les ours, parce que je voulais essayer, même si on sait que la plage couleur est monstrueuse sous l'Alpha 1, moi, je me suis amusé à faire du noir et blanc. Donc, je me suis amusé à faire du noir et blanc parce que je voulais un peu donner une autre dimension aux ours et essayer de faire autre chose, en fait. Et donc, j'ai essayé de penser les photos en noir et blanc, ce qui n'est pas évident toujours parce que, voilà. Mais donc, si c'est les petits oursons, bon, voilà, le fait qu'il y ait un background qui soit un ours lui-même, je trouvais ça pas mal. Ou alors, on a des plus close-up. C'est pas recadré, hein, donc c'est du full frame, tu vois. Ça Donc, reste pareil. impressionnant. Ça reste impressionnant. Oui, c'est pas mal. Et celui-là était assez. Voilà, il y a quelques gros ours, hein. Il faut savoir que les ours en Finlande, il y a les ours en Europe, on en a en Espagne, en Italie, et puis après, la grosse partie se trouve au niveau de la Roumanie, de la Slovénie et de la Croatie. Mais plus on monte dans le nord, plus le régime s'inverse. Donc en fait, ils sont à 80% végétariens dans le bassin méditerranéen et dans les Carpates. Et quand on monte vers la Finlande, là, la tendance elle s'inverse. Donc ils sont 80% mangeurs de viande et 20% mangeurs de légumes et de fruits, de tout ce qu'ils trouvent de racines, de baies. Mais quand j'y viande, il y a les escargots. Hein. L'escargot, c'est de la viande. Mais je veux dire, voilà, les rongeurs, les carcasses, ils chassent. Voilà. Donc, c'est quand même des bêtes un peu plus grosses que ce qu'on trouve dans le milieu de l'Europe. Donc voilà, grosse machine.
avec les bouleaux, l'ambiance. Je trouve que c'est assez. Ouais, ça, j'ai la même photo en couleur, bien sûr, hein, mais je trouve qu'en noir et blanc, la texture des bouleaux relevait un peu avec la fourrure. Et alors, une particularité aussi pour la recherche de l'œil avec les ours, c'est qu'ils trouvent parfois l'oreille. Donc, l'algorithme, pardon, utilisé parfois se trompe et prend l'oreille pour la mise au point. Bah, c'est aussi une petite forme arrondie au niveau d'une. Voilà, donc je pense que c'est de là que vient l'erreur, surtout dans les individus qui ne sont pas trop contrastés. Ici, ça allait parce qu'il était assez gris clair, mais quand ils sont foncés, c'est plus compliqué pour le détecteur de l'œil. Alors, je sais que ça marche du tonnerre de Dieu sur les chats, mais sur les canidés et sur les oursidés, c'est plus compliqué, à titre d'expérience. Alors après, voilà, les photos d'ambiance, alors toutes les linégrètes, donc ce sont des plantes qui ne poussent que dans les grandes tourbières. On en a un peu en Belgique, mais dans les Hauts-de-Fagne. Et c'est juste les deux dernières semaines de juin et la première de juillet quasiment. Donc ça vaut la peine d'aller à ce moment-là. On a cette espèce de neige qui est là. Alors après, j'ai essayé donc le noir et blanc, puis j'ai essayé le noir et blanc en contre-jour pour faire les contours de l'ours. Bon, ça met toujours un petit temps à charger, je vois mon appareil photo, mais mes photos. Et donc voilà, j'ai essayé ça, et puis après j'ai fait la photo qui illustrait le début du séminaire, donc ce petit ours qui est redescendu de l'arbre, et en fait on ne le voit pas bien, mais il est encore sur l'arbre en fait. Alors j'essaie de trouver des autres angles, mais c'est pas évident, parce que bien sûr on est déjà des milliers à avoir été faire des ours en Finlande, et alors celle-là elle n'est pas nette. Je précise tout de suite, c'est la seule qui n'a pas été faite avec l'alpha 1. Elle a été faite à l'alpha 9. 1, première version. 2, sans regarder, avec mes mains en dehors de l'affût, ce qu'on ne peut normalement pas faire. Mais en fait, cet ours-là, c'est un ourson qui doit avoir 2 ans, qui est un peu curieux. Et il venait voir en fait l'objectif du 400 qui était attaché à la fin, et il venait regarder de plus en plus à peu près. Et donc j'ai pris le 12-24 que j'ai mis sur l'alpha 9.1, et j'ai passé mes mains par le trou d'à côté pour essayer de le faire en photo. Le problème, c'est que j'étais en manuel. Et donc du coup, je me suis rendu compte après que j'avais raté cette photo bêtement. Mais bon, voilà, c'est comme ça arrive. Mais pour donner une idée de la distance, parce qu'il s'est rapproché, ça, c'est le même petit ours avec ma main. Et en fait, si vous regardez en bas à droite, il y a un câble électrique vert qui est à 30 cm de l'affût pour empêcher que les ours rentrent dans l'affût, en fait. Et donc, si vous voyez sa patte, il est exactement à, on va dire, 40 cm. Donc, en fait, ma main était parce que j'ai passé mes mains par le trou, devait être à la même distance, je pense à 30 ou 40 cm de son museau, quoi. C'est au 12 mm. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver des autres façons de faire des photos, mais c'est pas évident et c'est pas toujours le succès n'est pas garanti. Et là, voilà, c'était plutôt lors de la fin de mon séjour, et on était la nuit recommençait à revenir, donc il recommençait à faire sombre, et donc du coup c'était moins évident. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis la H9 dessus, mais bon, j'ai raté la mise au point. Voilà. Mais elle n'est pas moche, hein, elle est quasi nette, hein, mais bon, voilà, c'était pour l'anecdote aussi de cette proximité et d'essayer de faire original, même si ça ne l'est qu'à moitié, mais voilà, c'était l'idée. Au niveau du carnivore numéro 2, qu'on a de nouveau en Belgique, hein, donc on est content. Depuis quelques années, il est là. Il y a 2 couples maintenant qui se reproduisent tous les 2. Il y a un garde forestier, un agent des eaux et forêts, qui a découvert les louveteaux dans les Ardennes. Donc là, c'est quelque chose d'assez sympathique. Alors, je ne l'ai pas dit, donc, mais au niveau des ours, il y a à peu près 3000 individus et ils sont chassés à partir du 15 août. Donc, c'est compliqué, les affûts, il faut les faire plus tôt. Et ils en tirent à peu près 10% de la population chaque année quand même, hein. Donc ça fait quand même entre 200 et 300 ours. Mais manifestement, la population d'ours se porte bien. Et Baptiste, c'est pour contrôler la situation? C'est entre les deux. Il y a 2, 3. Il y a pour un peu contrôler la population. 2, c'est pour les manger. Ils mangent les ours.
Ils font du pâté d'ours qui coûte excessivement cher, que je n'ai jamais acheté parce que je ne veux pas souscrire à la chasse comme ça. Mais ils font du pâté d'ours. Et puis, je pense qu'il y a aussi une volonté de... il y a taxidermie, hein, et puis la chasse au trophée se fait aussi, donc ils revendent leur... Voilà, donc il y a un peu ces trois dimensions-là. Mais vu la taille de la population, ça reste tenable pour le pays. Voilà, je dirais que c'est pas... Et pour l'espèce, ne s'emporte pas plus mal. Et il suffit de voir par rapport aux affûts qui sont dits payants ou même aux affûts qu'on peut faire tout seul. Quand on n'est pas loin de la frontière russe, on a assez bien des ours qui viennent. Donc les loups, par contre, eux, la population est genre de 10 fois moins. Il y a entre 250 et 310 ours, c'est ce qui aurait été compté en 2019, mais bon, voilà, c'est protégé intégralement. Beaucoup plus compliqué à voir, beaucoup plus compliqué. Il y a un endroit maintenant qui est ce place to be pour les ours. C'est aussi un affût. Le gars s'est spécialisé là-dessus et manifestement ça marche. Il y a une meute qui s'est installée et chaque année elle revient. Je voulais vous montrer les images de la meute, mais elles ont été prises avec un 7R4 en octobre passé. Et entre-temps, il y a eu une inondation chez moi qui a grillé mes transformateurs de mon disque dur, de mon NAS. Et donc, du coup, je suis incapable de les récupérer pour le moment. Mais elles ne sont pas mortes. Mais donc, du coup, oui, donc cet endroit-là est génial parce que on a une population de loups qui est pas mal et qui parfois vient plutôt près. Et on peut avoir des interactions très sympas. Malheureusement, j'étais juste trop tôt pour les jeunes de l'année qui ne se sont pas montrés. Mais qui se sont montrés la semaine après. Voilà, histoire de bien juste me frustrer. Ils se sont montrés la semaine après, même pas la semaine après, le surlendemain de mon départ. Il y avait 4 petits louveteaux qui se sont baladés avec leurs parents. Donc, il faut savoir qu'il y a le mâle et la femelle alpha qui viennent se servir et qui envoient les adultes, enfin, les subadultes de l'année d'avant chercher à manger pour eux. Pour nourrir les jeunes. Donc, il y a vraiment ce côté meute où les jeunes des années précédentes viennent aider les adultes à venir chercher pour les jeunes après. Donc, du coup, voilà, c'est un des rares pays où on peut voir un vrai loup gris, parce qu'il y a aussi des loups en Espagne, etc., mais ils sont de nouveau plus maigrichons, plus petits. Ici, celui-là, il commence presque déjà à avoir son pelage d'hiver. Il commence, donc on voit qu'il est déjà plus costaud, plus ventru comme ça. C'est un jeune de l'année dernière, celui-là. Donc, il n'a qu'un an. C'est dire un peu la taille de bestiaux. Mais alors soumis. Donc, dès que celui-ci apparaît, qui est un mâle dominant, malgré les bagarres, hein, on voit ce que ça fait, il a été mordu. Donc, il s'est battu. Mais dès que celui-là apparaissait, l'autre ne demandait pas son reste et était soumis. Alors, de nouveau, le suivi de l'œil, l'autofocus, vous regardez les gouttes d'eau en dessous de son ventre, de son pelage, on les discerne bien. Et puis, si on veut s'amuser à zoomer, il y a moyen. Donc, c'est quand même vachement utile quand on a la lumière qu'il faut et qu'on on est limité, on est au 400, on se dit, fluide, je vais être trop court. Non, on peut recroper dessus et arriver sur des photos qui font 24 mégas et qui sont absolument top, quoi. Alors en plus, les rafales, voilà, je m'étais amusé, mais c'était juste parce que je vais les passer vite et revenir dessus. Mais donc voilà, il était en train de s'ébrouer comme ça et on a des photos avec un loup qui ressemble à rien. Mais bon, c'était assez marrant parce que c'était de nouveau, hein, c'est net et tout. Il y a l'eau qui éclabousse partout et puis on voit la babine qui va. Sur celle-ci, on voit même l'eau qui sort de sa tête parce qu'il est en train de s'ébrouer pour faire partir l'eau. Donc on voit les gouttes et son œil un petit peu saoul. Mais bon, c'était marrant, quoi. Mais ça, c'est de nouveau plein cadre. Hein. C'était pas. Donc il venait vers moi et il faisait ça en marchant. Donc c'était pour donner un peu une idée. Alors après, je pourrais montrer des centaines de photos d'ours, mais déjà, je vois que ça fait déjà 40 minutes que je vous bassine. Donc, je vais passer maintenant au troisième carnivore. Est-ce que tu le connais? Pas tout de suite. Alors, pourtant, tout le monde le connaît, tous ceux qui ont vu X-Men le connaissent. C'est le Wolverine, donc le glouton. Oh, Donc, en fait, voilà, le c'est glouton. les plus gros mustélisés d'Europe.
Donc, c'est la famille des fuines, des martres, des belettes, etc. Lui, il avoisine aussi les 300 individus. Alors, autant le loup, il essaie toujours de se promener à la tombée de la nuit, même quand la journée fait 24 heures, il vient quand même pendant les heures de nuit. Lui, il vient n'importe quand. Il n'a pas d'heure, c'est un maraudeur. Donc, il cherche partout, etc. C'est extrêmement tenace. J'ai un ami qui a fait une vidéo avec 3 loups qui arrivent sur un glouton, il monte un arbre. Il y a un des loups qui arrive à l'attraper à la queue, à le faire tomber, et il s'est battu contre les 3 loups, et il est parti. Donc, c'est extrêmement coriace. Mais du fait que ce soit coriace, et c'est très compliqué à voir parce que c'est un déplacement très mustélidé, donc très rapide, toujours à fouiner, très caché. C'est plutôt malin. Et donc, du coup, c'est compliqué à faire en photo. Mais celui-là, en fait, était en train de manger et c'est mon fils qui l'a repéré, donc il était tout fier. Et en fait, il est venu vers nous parce qu'il y avait des loups qui arrivaient. Et en fait, il voulait pas être confronté aux loups sous la nourriture. Donc, il est venu vers nous, malin, parce qu'il savait qu'on était dans l'affût et que les loups n'allaient pas venir près de l'affût. Donc, il est vraiment venu plein pot sur nous et puis il est passé juste à côté. Alors, compliqué parce que j'étais pas du tout dans la bonne optique, etc. Mais bon, et voilà. Mais ça reste un animal qui, malheureusement, est très mal aimé là-bas parce que justement, il fait des dégâts dans les élevages de rennes. Voilà. Donc, aussi petit soit-il, il mange des rennes. Donc, il mange à peu près de tout. Donc, c'est plus féroce qu'un ours, qu'un loup. C'est assez coriace. Et donc, voilà, c'est le glouton. Le quatrième carnivore, voilà, c'est pas lui. Je les ai juste mis pour l'anecdote parce qu'en fait, les rennes ne sont pas sauvages en Finlande. Ils sont domestiques. Donc, ils ont certains ont cette espèce de banane autour du cou qui est un collier GPS, non pas pour savoir où ils sont, mais pour que lorsqu'ils sont immobiles pendant 2 jours, ça veut dire qu'il est mort. Et donc, l'éleveur va le chercher pour la viande ou pour les indemnités qui touchent de l'État parce que c'est plutôt rentable de laisser gambader ces rennes partout. Et c'est d'ailleurs vraiment à prendre en compte. Ils sont très souvent sous la route, n'importe comment. C'est plus con qu'un mouton, hein, c'est méchant. C'est un animal extrêmement bête. Donc, il est sur le côté gauche de la route. La voiture arrive, même doucement, bah, il va traverser. Donc, ou il va te regarder, ou il va. Enfin, donc, il y a beaucoup d'accidents qui ont lieu là-bas avec des gens qui meurent hein, parce que les rennes font traverser la route n'importe comment. Et donc, voilà. Mais le quatrième carnivore, ben voilà, ça fera l'objet d'une quête un peu plus pointue. Je l'ai eu en revenant sous ma caméra trappe. Je ne sais pas si ça bouge. Oui. Ouais, ça bouge, ça bouge. Donc, il m'a fait la gentillesse de venir se montrer sur ma caméra trappe. Donc, bah, vous l'aurez reconnu, c'est le lynx. Il y en a à peu près 300 aussi en Finlande, mais les estimations sont complètement tronquées parce qu'en fait, c'est un animal extrêmement discret. Et cette vidéo, pour tout dire, elle a été prise à 1 heure d'Helsinki en voiture. Donc, je n'étais pas du tout dans ma Laponie du Nord, où je suis censé en voir plus. J'étais à 1 heure d'Helsinki, du côté suédois, donc j'étais même pas à la frontière russe. Donc, c'est extrêmement discret. Et donc, du coup, celui-là, je vais dire sur la vidéo, j'ai 2 individus 2 nuits de suite. Donc, du coup, je pense que l'endroit est propice et il est probable que j'aille un petit peu poser quelques caméras trappes dans les années qui viennent. Je peux pas dire moi parce que on verra bien. Mais en tout cas, dans les mois ou années qui viennent, pour essayer de l'avoir un peu mieux. Et je ferai peut-être même un stage photo là-bas parce qu'il y a d'autres animaux intéressants. Il n'y a peut-être pas le loup, mais en tout cas, il y a le lynx, le chien vivrin, il y a des trucs pas mal. Alors, il est discret, c'est pas pour rien. Hein. Le paysage typique de Finlande, c'est à peu près ça. Ce sont des forêts à perte de vue, avec personne, pas de maison, pas de route, rien. Donc, chercher les animaux, c'est compliqué. Ça permet de faire des belles photos, de se balader, etc. On me dit toujours attention aux moustiques. C'est vrai que selon l'endroit, ça peut être vraiment une plaie intégrale, vraiment un truc où on peut se retrouver avec 2-3 000 moustiques autour de soi. Donc, ça peut être pénible, d'autant plus que il y a beaucoup de tourbières avec des points d'eau comme ça, etc. Donc, ça, ce sont des nids à moustiques, quoi, des nids à insectes, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, hein, parce qu'il y a à manger tout le temps.
Alors, après, en Finlande, on peut s'amuser à faire, c'est pas ma spécialité, je suis animalier, mais on peut s'amuser à faire un peu des filets, des filets d'eau, de l'urbex, mais ça, c'est une espèce de cabane où tout le monde s'amuse à mettre son nom. Alors, il faut savoir que les cabanes en Finlande, ce qui est génial, c'est que dès que vous avez un point de camping, vous avez du bois sec à disposition, prédécoupé, des grilles de barbecue, des endroits pour dormir, et tout est nickel chrome, des toilettes, enfin des toilettes sèches. Donc ça, c'est vraiment de nouveau, je pense à part ça, où c'est le seul acte de vandalisme esthétique que j'ai trouvé en Finlande, il n'y a rien. Donc après, on peut s'amuser à faire des paysages voilà, divers. Alors après, je terminerai juste par ça parce que c'était juste la fin. On l'aperçoit tout doucement, loin. Au début, c'est comme ça, l'aurore boréale, on l'a cherchée. Je voulais absolument voir le reflet sur l'eau. Elle n'a jamais été plus puissante que ça. Elle est restée comme ça tout le temps. Je dis, déception totale. Et puis, 2 jours avant mon départ de chez moi, il y en a une qui s'est montrée dans le jardin. Alors, ça commence un peu une espèce de halo vert. Puis après, ça c'est diffus, ça bouge. Et puis après, ça a donné ça. Alors, c'est pas extraordinaire. J'étais pas là pour faire des aurores boréales. J'ai pas cherché à le faire. J'étais même avec 2 amis qui avaient envie de dormir. Donc, du coup, j'ai pas insisté. Mais au mois de novembre, je retourne encore plus au nord. Et si le ciel est dégagé, je promets que je ferai du lourd au niveau des aurores boréales, parce que je vais monter en Norvège. Mais donc voilà. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, Baptiste. De nouveau, un très bel voyage qu'on vient de suivre. Euh, Buffet, en fait, parce qu'il y a quand même de nouveau beaucoup d'animaux la Finlande, moi personnellement, je la connais pas très bien comme pays. Mais grâce C'est à ton surprenant comme voyage. pays, en fait. C'est Ah oui? surprenant parce que c'est un pays où tout le monde croit qu'il fait froid, qu'il fait mauvais, qu'il fait. J'y ai passé 2 mois en été et je crois qu'il y a plus de 3 jours et il a fait jusqu'à 35 degrés. Donc en fait, c'est un pays qui vaut la peine d'être visité. Oui, c'est clair, mais c'est aussi un pays qui est tellement mal connu en Belgique ou Mhm. en Europe. Je pense que ça a aussi à voir, c'est que des Finlandais, pendant qu'on voyage en Europe, on n'en croise pas tellement. Non. Alors comme dans nos voyages, on croise beaucoup d'Européens, alors ça nous donne l'occasion aussi de parler avec des gens sur leur pays. Donc c'est comme ça un peu qu'on commence à connaître des pays aussi. Faut savoir, ouais. Faut savoir aussi que la Finlande, c'est un pays qui a été et russe et suédois et qui en fait, un peu comme j'allais dire les Belges, mais cherche un peu son identité et n'est pas un pays qui est fier de son pays, alors qu'en fait, ils sont très protectionnistes, etc. Mais quand on y voyage, ils nous disent: ah, vous allez en Norvège? Ben, non. Ah, ben, mais pourquoi? Ben, parce qu'on vient voir la Finlande. Ah bon, qu'est-ce que vous venez voir? Donc c'est vraiment un peu, ils sont la Suède, la Norvège attirent tout le monde et eux, en fait, sont un peu le lieu de passage. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est un pays qui vaut vraiment la peine et qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas le pays le plus cher Mhm. du monde. C'est pas les pays nordiques ont cette étiquette. Je pense que la Norvège la mérite, cette étiquette. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez boire du vin rouge italien en Finlande, vous allez payer 12 euros le verre, quoi. Mais c'est les seules choses qui sont chères, c'est ça. Ce sont les produits qui sont importés, le vin et les alcools principalement, parce qu'ils ont une politique très particulière par rapport à l'alcool, c'est tolérance zéro. Et donc, du coup, ils sont extrêmement chers et très taxés, quoi. Mais sinon, la vie n'est pas beaucoup plus chère que chez nous. Voilà. J'ai une question de Géraud. Oui. Trouver les endroits, est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il faut un guide? Alors, c'est ce que je disais à un ami, en fait, il y a de tout en Finlande, mais pas beaucoup. Donc, en fait, on peut avoir une énorme diversité, faire des belles listes d'espèces, mais en ayant vu une fois l'espèce, contrairement à d'autres pays où on pourrait voir 15 fois le même oiseau sur la journée. Donc, c'est un peu compliqué et je pense qu'il vaut mieux prendre des guides, et je ne parle pas pour moi, je parle des guides locaux. Même moi, ici, j'avais fait appel une fois à un ami qui est guide ornithologue, parce que c'est impossible. On parle d'un morceau d'un côté d'un morceau de bois, donc c'est, enfin, au bout d'une piste, truc, voilà. Donc c'est très étendu comme pays. Et donc pour les oiseaux particulièrement, il faut un guide. Après, pour les ours, les loups et les gloutons, ben, il y a des affûts en fait. Je crois que c'est même une des seules manières de le faire. On peut tomber
on a déjà eu ces discussions-là avec plusieurs personnes, mais certaines personnes sont un peu contre ces affûts où où on nourrit les animaux. Enfin oui, on met une carcasse où on met des morceaux de viande et les animaux viennent. Mais je préfère les voir comme ça que les croiser en forêt, parce qu'en fait, l'ours a un énorme odorat, et donc du coup, il vous sent arriver de très loin. Et si vous l'avez vu, enfin, si vous le croisez en forêt, c'est qu'il ne vous a pas senti, c'est qu'il ne vous a pas vu venir, et donc il va être saisi, et là, ça peut être plus dangereux. Et donc moi, je pense que ça ne vaut pas la peine de prendre le risque, d'autant plus que les affûts sont majoritairement très bien menés par des gens qui font très bien leur boulot, et ils ne donnent pas à manger, enfin, ils ne suppléent pas la nourriture naturelle. Ils mettent un peu pour dire que ça sente et qu'ils viennent voir. Mais une fois qu'il y a un ours ou deux qui sont passés et qui ont pris tous les morceaux qui traînaient, les autres, ils viennent voir, mais il n'y a plus rien. Et ils vont chasser, ils vont manger normalement. Donc, ce n'est pas non plus un zoo. Mais moi, je préfère être moi en cage que les voir en cageux. Donc, je préfère être moi. Voilà. Et donc, pour les loups, les ours et les gloutons, après, il y a différentes adresses, mais ça, il suffit de m'envoyer un mail et je les donnerai volontiers pour telle ou telle espèce qui sont un peu plus douées ou plus fréquents là. Et pour le lynx, il n'y a pas d'adresse. Là, c'est juste du coup de bol. Voilà. Parce qu'en fait, les chats, ils ne mangent pas ce qu'on leur donne, ils chassent ce qu'ils tuent. Et donc, du coup, on peut mettre autant de viande qu'on veut, ils ne viendront pas. Ce n'est pas leur viande à eux. Donc, du coup, ça ne marche pas pour les affûts, les chats et les lynx, typiquement. Voilà. Encore une dernière question de Jérôme. Les affûts sont libres et accessibles gratuitement? Non. Non, en fait, ces gens-là doivent payer des permis à l'État. C'est tout très régulier en Finlande, hein. Quand je dis que le respect, il est là, il est respect des règles, il est là. Mettre un nichoir en dehors de sa propriété, ça doit être signalé à l'État et il doit avoir le numéro de téléphone du propriétaire du nichoir sur l'arbre. Donc tout est très régulé. Et donc pour les affûts à ours, etc., les gens payent des taxes à l'État pour pouvoir nourrir des animaux sauvages avec des contraintes de quantité, de nombre de personnes, etc. Donc et ça coûte selon qu'on va les observer ou qu'on va les photographier de manière professionnelle, ça peut varier de 75 € à 300 € pour une session. Pour une session ou pour un Pour une abonnement? session. Pour une Ok. session. Donc, ça veut dire que tu vas passer, en général, les sessions, elles commencent à 16 heures et elles terminent le lendemain à 9 heures du matin. Voilà. Et après, au petit bonheur, hein, tu peux avoir un glouton, tu peux pas en avoir, tu peux avoir. Voilà, moi, les amis, je te dis, ils ont vu les loups 3 jours après moi. Et puis, il y en a 2 qui ont eu des gloutons qui se battent, enfin, des trucs. Voilà, mais donc, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas non plus télécommandé. Il y a des affûts où là, on sait qu'on aura 25 courses devant soi. Là, c'est certain. Mais là, c'est plus des affûts d'observation pour un touriste qui veut voir des ours, qui fera des photos, mais elles seront moins jolies parce que l'habitat est démonté. Et quand il y a 25 ours qui viennent gratouiller tout, il ne reste plus grand-chose. Mais voilà, mais c'est toujours impressionnant de voir des ours, hein, peu importe et moi, je dis toujours que c'est les entendre qui est primordial. Et quand j'y suis allé, parce que j'y suis allé avec mes enfants encore cet été, et j'ai dit, écoutez, on les entend respirer. J'ai dit, ça, c'est quand même, entendre respirer un ours, c'est pas mal, quoi. Voilà. Exact. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup pour Avec ce très plaisir. beau Et voyage. pas hésiter à m'envoyer un mail quand vous avez d'autres Ouais. questions plus d'ordre animalier ou quoi. Et je vous souhaite tous une excellente soirée. Au Merci, bonne revoir. soirée.